Hello les Itata, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je reçois aujourd'hui un de nos illustres aînés. Il fait partie de ceux qui ont ouvert la voie d'une nouvelle expression artistique martiniquaise depuis les années 70. Un homme aux origines diverses, aux influences multiples. Un homme de la mer et de la terre. Un homme dont les talents se sont propagés autant que les racines d'un fromager. Bonsoir Victor Anissé. Bonsoir, chers amis. C'est un bonheur pour moi de vous consacrer cette émission, même si un parcours aussi riche que le vôtre ne tiendra pas dans les 52 minutes, mais on va faire un gros résumé, on va dire. Vous venez de clôturer, Victor Anissé, à la Fondation Clément, une exposition un peu rétrospective de vos créations depuis 50 ans, sous la coordination de Dominique Brébion. Vous êtes satisfait de cette exposition ? Oh là là, quelle chance que j'ai. Quelle chance de pouvoir faire une rétrospective et non pas une exposition en soi. Puisque j'ai quand même fait pas mal d'expositions, mais ce sont des morceaux de ma production, chaque fois que les gens voient. Tandis que là, j'ai voulu que les gens voient l'histoire, ce qui se passe depuis 1976 jusqu'à nos jours. Mais on ne peut pas parler de 67 à aujourd'hui sans penser à tout ce qui s'est passé avant l'enfance, depuis l'enfance. On reviendra là-dessus après. On va en parler. Mais la partie plastique concernant la Martinique, parce qu'il y a une 10 années en France, en général, que les gens ne savent pas, et je tenais à ce que ce soit une rétrospective, c'est-à-dire de 70 à aujourd'hui. Et donc, c'était avant tout une exposition basée sur les, comment vous dire, chaque fois ce sont des parties de des séquences charnières, des moments charnières pour l'exposition. Et donc il y aura parfois un support qui va compter. Parfois ce sont les couleurs qui vont compter. Parfois c'est le thème. Parfois c'est la matière. Et parfois c'est la notion du temps et l'importance du silence parfois, un truc comme ça. Et donc il y aura tous ces éléments qui vont apparaître qu'on a pu voir à Clément. Et c'est aussi ce qu'on va voir au cours de cette émission. On commence par votre histoire familiale. Oui. C'est Kimounouye. Alors, il y a beaucoup de choses à voir, Victor Anissé, vous concernant. Des choses que certains qui ont assisté, qui ont été voir cette exposition, cette rétrospective plutôt, ont pu découvrir. Mais il y a d'autres choses qu'on va leur faire découvrir. D'abord, en 30 secondes, qui est Victor Anissé ? Eh bien, c'est un petit garçon qui devient orphelin à 9 ans, et de père pêcheur, de mère élevant 8 enfants, dans 2 surfaces de petites maisons, et une petite partie réservée à l'intimité des parents, et le reste. Et ce qu'il y a de particulier pour un jeune comme moi, c'est qu'il n'y a pas de meubles dans cette partie réservée à la famille. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de chaise. Ça, c'était extraordinaire. Par contre, il y a un petit canapé qui prenait 3 ou 4 enfants. Et ses parents, les 2 pièces, une cloison, sur laquelle on va revenir plus tard parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire qui a marqué mon enfance. Alors, on n'a pas de photo de vous, bébé ni enfant, mais on va parler d'abord du Marigot. C'est cette commune qui vous a vu naître en 1938. Oui. Vous reconnaissez ? Oui, oh là là. C'est une très belle photo. Très, très belle. Tirée du site de la page Facebook plutôt de la ville du Marigot. Ah, c'est formidable. C'est formidable. C'est très, très bien. Et là, eh bien, vous avez le monde de la mer. Et de l'autre côté, vous avez tout le long de les maisons, mais 10 minutes à la limite des maisons, il n'y avait que des champs de canne. Tout autour, que des champs de canne. Il y avait donc l'église, la mairie en face, c'est tout. Et puis le reste, le cimetière à côté. Ce sont des lieux qui ont marqué. Et puis vous avez les marques qui peuvent d'aller dans le bourg et de rester en haut du bourg, par exemple. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'avec les pêcheurs, qu'on va voir, on va voir ces 2 très belles photos que vous nous avez fournies. Ça, c'était la fête communale à l'époque. C'est dans les années 61. Les photos que j'avais faites à l'époque revenant de mes études.
Et là, vous voyez les gommiers. Les gommiers, à l'époque, il n'y avait pas c'était des gommiers. Et des lieux assez... Et encore, c'était un petit peu déformé déjà, hein, parce qu'il y a des zones encore on avait déjà modifiées. Et donc, c'est dans ce lieu-là, mon père, la famille, les amis, on vivait. Votre père était marin-pêcheur. C'était un pêcheur et il vous a appris, alors même si vous l'avez perdu très tôt, vous aviez 9 ans à peine, oui, il vous a appris beaucoup de choses sur les astuces pour pêcher, les bonnes heures pour pêcher, en fonction des marées, etc. Ah oui, la marée basse. Mais malheureusement, il est mort trop jeune, mais mon frère aîné nous a transmis ce que lui, il avait déjà dit à mon frère aîné. C'est-à-dire qu'il faut savoir que à cette époque-là, nous sommes dans les années 40, il ne faut pas oublier qu'on est sur l'amiral Robert à l'époque. Donc, il fallait se débrouiller pour manger. Il n'y avait rien qui n'arrivait au marigot. Donc, heureusement, papa nous a expliqué où trouver à manger dans la mer. Et comment les trouver. C'est-à-dire qu'à marée basse, tu marches et il te dit, là, il y a un château. Là, il y a un château. Mais pas prendre. Au cas d'essayer, sans survie. C'est là où mon panier on peut venir prendre. Tu vois? Là, tu prends touto, tu prends cachotte, tu prends longueuil. Et donc, tu as des courants qui passent, et là, tu peux faire ce qu'on appelle un fouet, pour prendre touto, pour prendre un cong, etc. Donc, ils avaient appris tout ça tout le long. Et donc, on a appris à survivre avec la mer. Et parce que quand on sortait de l'école, à 11h, on courait, on allait, et puis quand on arrive, fouiller du fait à 3 heures, fouiller du fait à fouette. Pas ni rien là, maman, anti-bonne qui travaille. Donc, il fallait se débrouiller. Donc, on savait où il y a un château qu'on allait prendre rapidement, nettoyer ça, mais de l'eau chaude, et puis manger ça. Et bourrico, tout ça. Mais c'était une vie extraordinaire. Alors, tout à l'heure, monsieur Anis, vous parliez de la maison de votre maman, la maison familiale, qui était face à l'église, hein, je crois. Oui, juste en face à l'église. On va voir justement cette photo de l'intérieur de la maison familiale. Oui, alors c'est un truc, une histoire invraisemblable. Ça séparait, cette cloison séparait, parce que papa ramenait des fois, pas lui seulement, tous les pêcheurs, amenait des planches qui se retrouvaient sur la mer, dans le canal de la Dominique. Soit qui tombaient de bateaux, soit des bateaux écoulés. Et avec ça, il faisait une cloison. Il montait une cloison pour séparer, pour avoir un peu d'intimité par rapport à nous qui sommes à dormir devant. Et donc, mais ça ne plaisait pas tellement à maman. Parce que c'était pas très beau, c'était des planches avec des trous et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec les Nous Deux à l'époque? Ciné Monde. Nous Deux, qui était un magazine, un journal. Un magazine de toute forme. On voit effectivement le mur tapissé avec des journaux. Tapissé avec ça. Et à ce moment-là, elle déchirait et tout, qu'elle collait là-dessus. Mais en fait, quand on analyse ça, je n'ai pas analysé. C'est quand sur une de mes études, je me suis dit, mais en fait, maman était une artiste, puisque là, toutes les techniques contemporaines, d'art contemporain, et collage, on colle, on déchire, on superpose, on fait des contrastes de noir et de blanc, on voit des images qu'on défait, etc. Et donc, tout était dit là. Ouais. Et donc, elle cachait ça, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui m'a marqué. Mais que là-dedans, je me suivais, je ne savais pas involontairement. Ouais. J'étais couché, mais je regardais ça, mais je ne savais pas que ça avait une influence sur mon cerveau, quoi, si on peut dire. On va voir ces deux photos maintenant. On va se dire que finalement, il y a des choses qu'on a cru découvrir il y a quoi, une vingtaine d'années, les sargasses. Ouais, ouais. Et je crois que pour vous, donc c'est une photo du site Fondas Créole, et les sargasses, vous les appelez les Waret à l'époque. Des Waret. Il n'y avait pas ces pierres, il n'y avait pas ces histoires. Et les Waret arrivaient un petit marigot. Il y avait grand marigot et petit marigot de l'autre côté du quai. Et ça arrivait surtout du côté de petit marigot. Mais chose bizarre, pas bizarre, mais les parents étaient contents parce qu'ils me disaient profitez, Waret l'arrivée, allez bien dedans. Et on prenait ça, pour le moment, c'était pour jouer en cas. Il y avait des petits fruits là-dedans, des petites baies qu'on cassait, ça faisait du bruit. Et deuxièmement, on disait de profiter pour nous frotter, pour surtout le corps. Bon oui, on se prenait des bains d'algues, en fait. Et bien, et en fait, tous les petits poissons arrivaient. Inévitablement, les gros poissons arrivaient aussi. Et donc, le soir, on allait pêcher sur le quai parce qu'on savait qu'il y avait les oursins, tout arrivait à cette période. Mais on a toujours eu ça. Le problème qu'il y avait, c'est que 2-3 jours après, 4 jours, on se réveillait et il n'y avait plus de Waret.
Donc le courant repartait avec. Et là, je ne sais pas, la pollution est arrivée à un tel point qu'on ne peut pas... L'autre photo, donc c'est l'entrée du bourg, c'est pas très loin de l'embouchure de la rivière. Voilà. Et un quartier qui s'appelait l'Adoration. Non, c'est pas tout à fait. Ça, c'est le bourg, ça, c'est le petit Marigot qu'ils ont modifié pour les pêcheurs. L'Adoration, c'est beaucoup plus loin. L'Adoration, c'est entre Massé, c'est-à-dire l'embouchure de la rivière du Lorrain, et Grand Courant, c'est-à-dire une partie du Marigot. Et là, il y avait un lieu qui s'appelle l'Adoration, et qui a une drôle d'histoire. Et c'est là que le père Pinchon m'amenait faire des fouilles archéologiques. On va en parler tout à l'heure du père Pinchon, mais l'Adoration, vous avez gardé ce nom, et c'est le nom du site internet de Victor Anissé, l'adoration.fr. Parce que c'est un endroit où nous, enfants, on avait peur d'y aller. On trouvait qu'il y avait la diablesse et tout ça, mais il y avait de très beaux raisins là, et donc on allait qu'en groupe, etc. Alors, quelqu'un que vous avez bien connu, qui a même, je crois, été votre instituteur, Michel Renard. Monsieur Michel Renard était mon instituteur. Il a été pendant, oui, et son frère aussi. Homme politique martiniquais. Homme politique connu, plus jeune maire de France à l'époque, où il est passé. On le voit à côté de Jacques Chirac. Jacques Chirac, et puis Pierre Petit. Monsieur Pierre Petit à gauche. Oui, Michel. Oh non, mais c'est un gars assez extraordinaire. Hein. Et nous, on ne se rendait pas compte de ça. Mais lui, il avait une manière. Il a arrêté d'enseigner quand il est devenu maire, mais il s'occupait bien sûr de sa commune. Et il m'a beaucoup aidé à des moments difficiles, pendant que j'étais étudiant à Paris. Les gens ne savent pas, mais il m'a beaucoup aidé. Alors, quelqu'un qui vous a accompagné aussi, on a trouvé 2 vieilles photos de lui. François de Rénal, voilà. François de Rénal, donc un béquet du Marigot qui était géreur de l'habitation du Haumont. Du Haumont. Et qui vous a un peu recueilli quelque part après la mort de votre papa. Papa, oui, il avait l'âge de 10 ans. Et je ne comprenais pas très bien. C'est-à-dire que maman travaillait sur l'habitation. Et me dit que Maître Rénal dit, quand il dit Maître Rénal, il faut que les gens comprennent, c'est pas un maître, c'est un bois bougre, dans le sens du créole. Hein. Donc, Maître Rénal, Maître Joe, Maître quoi, et Maître Rénal. Qu'on nous a dit, je dis en forme job. Et donc, lui, François, maman me dit, Maître Rénal dit, moi, un petit à là. Vous pas arriver YouTube comme ça, un petit à manqué au Tipédi, et il avait une grande maison et il vivait seul sur la maison. Et là-dessus, c'est la vie de l'habitation, c'est un truc très très particulier. Et parce qu'il n'y avait pas de Wikaznek. À 4h30, tout le monde partait. Et il ne restait sur l'habitation que 5 personnes, dont Grandisson qui était l'intendant. Il y avait Parfélia qui était la servante et Maurice Godillot qui était le palefrenier. Et qui partait aussi. A consacré une chanson d'ailleurs. Ouais. Et donc à la fin, et nous on restait quand ils partaient tous. M. Rénal et moi, on restait sur l'habitation. Et là je dormais là et là c'est une histoire invraisemblable. Mais j'ignorais beaucoup de choses sur lui que j'ai appris petit à petit. Mais après j'ai compris qu'il m'a dit si tu pars. Tu fais tes études, comme tu veux, la céramique. C'est là que le père Pinchon m'a mis dans ma tête la notion de céramique. Quand tu arrives au musée, tu vas au musée de l'homme et tu travailles sur le journal des Américanistes. Mais j'ai jamais compris pourquoi il me disait ça. Et en fait, il était membre, les gens ne savent pas ça, il était membre des Américanistes. C'est un des premiers à avoir fait des fouilles archéologiques à l'adoration. C'est pourquoi je tiens à l'adoration. Il a fait, et quand il a trouvé des céramiques, des tessons, il a appelé Pinchon pour dire à Pinchon de continuer. Mais il ne s'est jamais mis en avant. Hein? Alors, on va regarder justement cet extrait du documentaire Soleil Noir, qui vous a été consacré par Michel Traoré, réalisé par Michel Traoré. On regarde et puis on reparle juste après du père Pinchon.
Étant orphelin de père, j'ai été élevé par Béquet Lorinal, qui était gérant sur l'habitation du Haumont. Et donc je dormais tous les soirs chez ce Béquet. Et un jour est arrivé le père Pinchon, et c'était pendant les vacances, et il partait à l'adoration pour aller faire des fouilles archéologiques. Moi je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et donc M. Lorinal m'a dit, tu vas avec lui parce qu'il ne connaît pas bien la route, tu vas le faire. Et à ce moment-là, je l'ai vu fouillant. Donc j'ai vu que pour la première fois, peut-être j'avais vu avant, mais pour la première fois, j'ai vu quelqu'un s'intéresser à un morceau de terre cuite portant des gravures. Et je me réfère souvent, quand je fais de la poterie, à cette anecdote. Alors justement, le père Pinchon, donc un révérend, un homme d'église, Ouais. dont un musée d'ailleurs porte le nom sur la route de Didier, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé de près. Oui, parce que lui, quand... et bien sûr, tu vois la tête. Premièrement, avec sa grande robe, des chaussures énormes, tu sais, des grosses chaussures, ça m'avait marqué avec sa croix-là. Et François Lorinal me dit, tu l'accompagnes. Et je vais avec lui, et je dis, mais père, vous cherchez de l'eau. Il me dit, non, pas du tout. Mais ce que tu as en main, parce qu'il me donnait les poteries qu'il trouvait, je devais nettoyer, mettre bien classé. Et il me dit, mais tu sais ça, c'est de l'eau rouge. Alors, je n'ai pas compris. Alors, après, j'ai posé, et il me fait comprendre que avec cette argile, tu peux t'enrichir, tu peux faire ton métier, tu peux devenir potier, et tu vas vivre. Mais je n'avais pas compris au départ. C'est longtemps après, hein, pour être honnête. En train de discuter avec M. François Lorinal, il m'a dit, comment tu n'as pas compris ce que Pinchon t'a dit, etc. Mais lorsque on revenait, on nettoyait les poteries, on les numérotait, m'apprenait à les numéroter, et il dormait sur sa tente. Il ne dormait pas dans la maison. Il avait une tente dans les poiriers, là, et il avait deux tréteaux, là. Je me rappelle bien, l'enfant. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est un nettoie? Il est pas de temps à nettoyer. Bref, et c'est avec lui petit à petit. Et il m'a dit, quand j'ai dit, père, j'étais le voir avant mon départ en France, j'ai fait un mémoire sur lui. Malheureusement, l'école m'a pas gardé ça dans les archives à Paris. Et il m'a dit, comme François Lorinal, tu vas au musée et tu travailles au musée de l'Homme dans le journal des Américanistes. Et là, j'ai fait un petit mémoire sur lui et pour présenter mon diplôme de première année. Alors avant ça, il y a eu l'école régionale d'art appliqué en Martinique. On va voir cette photo souvenir de l'école. Ouais. Là, le jeune artiste buste nu. Oui. Avec un petit short en kaki. Les arts appliqués, c'est très particulier. Et je suis arrivé en 52 dans cette école. Le directeur était M. Gutmann. Et la surveillante générale, Mme Lina Adélaïde. Je dis beaucoup parce que... 52, donc à 14 ans. J'ai 14 ans. Et Lina Adélaïde, elle vient malheureusement. On va voir la photo tout à l'heure. Elle est morte à 101 ans. Et surveillante générale. Ce sont des gens à qui je dois énormément. Et en 52, je suis en pension à Port-de-France, mais ça n'allait pas. J'ai voulu monter. Ils m'ont récupéré un taxi payé en me disant non, tu ne pars pas, tu reviens. Et Gutmann s'est arrangé pour aller vite, s'est arrangé pour que je sois interne au lycée Chelchien. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, monsieur, c'est interne pendant 4 ans, sans payer. Hein? Et donc, c'est lui, c'est quoi, à Gutmann. Il m'a dit, nous sommes le meilleur élément, il n'y a pas question. Je ne sais pas comment il a fait. Bref. Et donc, je suis resté interne. Et quand j'ai eu mon diplôme, après 4 ans, on donne les résultats. Et Gutmann me dit, voilà, Anissé, il y a un problème pour toi. Tu as réussi, tu as droit à une bourse. Malheureusement, je ne peux pas te donner ta bourse. Je vais prendre ta bourse, je vais donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas un rond. Il me dit, je n'ai jamais vu des parents. Pendant 4 ans, je n'ai jamais vu personne venir réclamer tes notes. Et puis, tu arrives en 52 avec un petit short kaki sur toi. En 56, tu as toujours le même petit short kaki à Anissé. Hein? Je dis, non, monsieur le directeur, j'ai 2 short kaki que je lave le soir à l'éternel. Il me dit, mais quand je vais à l'atelier, tu tournes, tu es toujours buste nu. Tu as des chemises. Je dis, une chemise, mais c'est pour les sorties du dimanche. Je ne vais pas abîmer. C'est pourquoi cette photo-là, c'est assez extraordinaire. C'est Lina Adélaïde qui a pris en douce cette photo, qui m'a remis ces photos. Alors, on va voir maintenant ce paquebot. Ça va vous rappeler de souvenirs. Ah, Eupigna, oh là là, catastrophe. C'est le départ pour l'Europe, le départ pour la France. Ah non, c'est la catastrophe.
Nous, comme on est en enseignement technique, parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai dû faire une année en plus à l'école, et après, Gutmann m'a donné une bourse, je suis parti. Mais quand on part, on a une bourse de 100 francs par mois. C'est 100 francs, c'est-à-dire 150 € actuels, 100 francs. Et nous, c'est même moins que 150 moins €. nettement. Et donc, on arrive devant le bateau, et on voit tout le monde monter par l'échelle pour aller dans les différentes classes. Et quand on arrive, on nous dit, il y avait Victor Moulanier, qui est devenu ingénieur à Saclay, d'ailleurs, ingénieur atomiste. Hein. On va le voir tout à l'heure. Et puis, Apo, excuse-moi, il faut que je dise Apo, je ne donne pas ton nom parce que je n'aime pas trop, mais qui faisait pharmacie, et on a voyagé dans la même cabine. Et on nous a dit, non, vous entrez directement. Notre niveau était au niveau du quai. On n'avait pas monté. Tout en bas. 4e classe. Machine, l'odeur, gazoil, et puis pâtes, matin, midi et soir. Et nous pas ni chaise pour manger. Nous avons mangé tout bout. Et puis, on n'a jamais vu la ces mer. machines bateaux aussi. Toutes mine pourries. Les camarades étaient tout le temps malades. Hein? Mais moi, je supportais peut-être par rapport à mon père. Mais il n'empêche qu'on a vécu très chaud dans ces conditions-là. Et quand on arrive en Guadeloupe, Papa nous a dit, on va descendre là, on va aller plus loin. Et ça, non, à Portugal. Bref, c'était un truc épouvantable. Hein? Et donc, c'était pour continuer votre formation. Et il y a eu cette arrivée à l'école des métiers d'art. À Paris. Voilà. Ouais. Là, on va déjà. Là, il n'est plus question d'être buste nu, il fait froid. Il fait plutôt froid. Et puis, c'était la teacher miséria, c'était presque un faux col. Hein. C'est pas vos chemises, c'est un faux col décapité. Et puis, si vous pouvez juste un petit toit dans. Ça m'a cassé en dépé. Et donc, on est arrivé là-dedans. Mais c'est fantastique. Comment les profs m'adoraient. Alors, on va voir cette autre photo, alors avec d'autres élèves, avec un autre élève en l'occurrence de... Michel Quincé, et avec qui je suis retrouvé en 4e année. Mais il y a un détail. Ce gars-là, Michel, il a eu le diplôme en même temps que moi. C'est un beau copain, il a un rythme rouge. Quand on retrouve à Paris, on se retrouve. Mais Michel n'a jamais fait de céramique dans sa vie. Hein? Mais quand je suis arrivé, on était 18 en première année. Et en 3e année, pour passer le diplôme, on était 3. Avec Michel Chevigné, qui était un choriste. On voit d'ailleurs cette autre photo. Alors peut-être que Michel Chevigné Michel Chevigné est au milieu. Mais c'est un emmerdeur public. C'est quelqu'un qui nous a emmerdé les profs. Donc il a échoué. Et je me suis retrouvé avec Quincé en 4e année. Et à faire. Mais tous les autres ont disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais Fouquet, le professeur, il dit, de toute façon, le seul gars qui va faire céramique, c'est Anissé. Il avait dit ça. Moi, je n'étais pas au courant. C'est Quincé qui m'a dit ça un jour à Paris. Et ça s'est révélé vrai. Oui, c'est vrai. Alors, vous parliez tout à l'heure de Lina Adélaïde. On va retrouver ces trois dames qui vous ont influencé. Ah ouais. Je vous laisse commenter. Ah ouais, ça c'est très bien. Madame Nonkfouk à gauche. À côté de la de Chevaux. Oui. Après, c'est Lina Adélaïde, la surveillante générale. Et Béatrice Badjan, qui m'a initié à la physique-chimie pendant une année, avant que je ne reparte en France, faire mes études. Oui. Ce sont des gens extraordinaires. Et Madame Nonfouk, ma Martinique lui doit énormément. Élodie, des cuisines, les premiers chars de carnaval organisés. C'est une des premières femmes martiniquaises à être entrée aux Beaux-Arts de Paris et sortie diplômée. La première dame, Madame Nonfouk. Et c'est elle qui a fait un timbre sous les Jeux Olympiques, un tableau. Et cette dame-là a fait. Et c'est elle qui a fait la sculpture Cheltier. À Cheltier, qui se trouve devant mon mur. Et j'avais fait le mur en pensant à elle, donner une réponse à Madame Nonfouk par rapport à ton élève te propose ça, par rapport à sa sculpture. C'était vraiment très symbolique. Donc ce sont trois dames qui vous ont fortement marqué. Martinique. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Surtout aussi, Lina. Lina est extraordinaire. Souvenir aussi, vous avez parlé de lui tout à l'heure. Ah, Victor Moulanier. À toi. Non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les gens ne savent pas. Et ce gars-là, mais il est d'une intelligence invraisemblable, ce gars. Et puis, je le rencontre par hasard un jour en Vendée. Lui n'était pas artiste. Non, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur aussi. Et à Saclay,
à Tomis. Hein. Il est vivant encore, il a perdu son épouse il y a 2 ans. Et Victor, mais c'est un gars charmant. Mais Martinique ne sait pas. Et moi, j'ai travaillé à Saclay, hein, et dans les années 64. J'ai travaillé là, et Victor était déjà ingénieur titulaire à l'époque quand j'ai été là-bas. C'est simplement auxiliaire. Donc, il était avec vous sur le bateau. Oui. Et vous vous êtes retrouvé par hasard sur une plage. En Vendée, sur une plage au Sable d'Olonne. Un jour avec sa fiancée qui est devenue son épouse. Et son épouse est extraordinaire. Cette dame est venue une fois dans mon atelier, a choisi une sculpture de 12-15 mètres. Et pas de 15 centimètres. Un petit modelage, une maquette. Et elle voulait coûte que coûte ça. Je dis, c'est une maquette. Elle me dit, je veux ça, Victor. Parce qu'on se connaissait après, on est devenus amis. Eh bien, elle est partie avec. Et Victor m'a dit un truc très, très émouvant. Et quand il est venu dernièrement pour la mort de sa sœur, elle m'a dit, tu sais, c'est dans ma chambre. Parce qu'elle a mis ça dans notre chambre. Et je dialogue avec ta sculpture. Par ta sculpture, je dialogue avec elle. Alors, très rapidement, il y a aussi l'anecdote de votre rencontre en Vendée. Vous vous retrouvez face à un couple domino, comme vous dites, sans savoir que c'est Victor Moulani. Non, je descends. J'étais moniteur de colonie de vacances à Croix-de-Vie-Saint-Gilles. Et j'ai droit à une journée de promenade. Et je vois 2 personnes assises sur un banc. Mais il n'y a presque personne au Sable d'Olonne à ce moment-là. Il n'y a presque personne. Puisqu'on ne se baigne pas là. C'était pour des trucs militaires, des trucs de la guerre que je voulais voir. Et je vois ces 2 personnes. Et je vais automatiquement, il y a d'autres chaises, d'autres trucs, mais quand tu vois, tu vas toujours te grouper. Je ne sais pas, c'est humain. Et je m'assois sur le banc, et puis j'entends, mais Victor, qu'est-ce que tu fais là? Comme ça. Mais ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas vus. C'est un truc dingue, c'est une histoire. Et quand on se rencontre avec Victor, on se remémore toujours ce moment extraordinaire. Oui. Alors, un autre épisode de cette époque, c'est un faible mot, l'Algérie. Oui, je me suis retrouvé, j'étais sociétaire, et je me suis retrouvé à faire 2 ans de guerre d'Algérie. Mais c'est en principe une période où je m'attends très très peu. Et là, j'étais à la caserne, autour de la caserne. Et c'était dans les environs de Bougie. Ça s'appelait Bougie à l'époque, à une grande plage. On allait simplement, et là, parfois j'allais m'isoler. 2 années douloureuses, ces années en Algérie. Ah non, c'est épouvantable. Mon épouse me reproche, me dit, tu me parles jamais, tu me dis, ça t'apportera rien. Hein? Alors, cette photo justement, importante. Un mariage. Mademoiselle Goué. Eh bien, on s'est mariés. Quand je l'ai connue, je fréquentais une cousine qui était mariée à Dumas. Et Dumas, c'était un artiste aussi qu'on connaît très peu, malheureusement, et qui est décédé, qui était de la série de... Il a fait ses classes à Nice, avec La Roucher, Elénon et tout ça, et Ginette Mogalon. Donc, le côté, puis c'est là, en allant chez mon ami Dumas, on s'est retrouvés, on s'est connus. Et je lui ai dit un jour, tu sais, on va se marier, si tu veux bien. Seulement, on va se marier en France. Il me dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas. Pourquoi tu veux qu'on se marie en France? Je dis, non. J'ai dit à mes amis en France, à mes professeurs qui m'adoraient, et je lui ai dit, je vais me marier. Elle me dit, si tu vas te marier, tu viens te marier en France. Il y avait aussi vos amis monégasques dont on n'a pas parlé. Oui, et non, on n'a pas parlé parce que ce serait trop long. Mais si je suis arrivé à Paris, Gutmann ne voulait pas m'envoyer parce qu'il n'y avait pas de correspondant. Je connaissais personne. C'est grâce à l'arrivée d'un professeur, Yvette Jagère, qui a demandé à ses parents s'ils pouvaient me servir de correspondant. Et ce sont des Jagères qui se trouvaient à Sarcelles qui m'ont reçu. Madame Jagère qui est devenue Madame Nogar après. Madame Nogar, un Martiniquais, l'architecte Ngoura. Et donc, ces gens-là m'ont dit, ces gens-là m'ont marié plusieurs fois. Et ils voulaient que je me marie avec une fille du quartier, du coin. Et puis ce sont des monégasques. Donc, ils ont voulu. Et ils m'ont dit, non, on va te marier. Et Jossa Guato, qui était le parrain d'Yvette Jagère, bref, un truc comme ça, était majordome au Milord Larsoy. Et là, c'est la première fois que je voyais Gainsbourg, Michel Arnaud, Dufilo.
etc. Tous ces gens-là, à l'époque, on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, mais c'était ces gens-là que je voyais au milieu de la rue avec Saguato, qui était monégasque. Ouais. Donc, après le mariage, on va retrouver cette dernière photo. Alors, ce sont mes 2 enfants, et Éric à droite, et Jean-Marc Petit, les 2 garçons. Les 2 garçons que j'ai. Qui sont devenus artistes par la suite. Oh non, ils m'ont dit, oh non, ça va. Et tu passes ton temps à travailler, chaque fois on te cherche, tu es toujours dans ton atelier. Alors, lui, il est né, il aimait l'anglais, il m'a dit, bon, ça va. Et le petit m'a dit, non, je vais faire du doigt comme ma mère faisait du doigt, et puis c'est tout. Mais il dessinait très bien, je croyais qu'il allait faire archi. Hein? Mais en fait, il a fait du doigt, 4 années de doigt, etc. L'émission est déjà très avancée, on passe à la rubrique Matinique. Alors, on va voir, Victor Anis, puisque effectivement, on a déjà bien empiété sur le temps. On va voir d'abord cette photo, vous en avez déjà parlé, hein, c'est le CNRS de Saclay, le plateau de Saclay. Oui, le plateau de Saclay. Où ça a été un premier emploi, finalement. Oui, et un premier emploi officiel. C'est-à-dire que j'étais en communauté d'artistes en Corse, quand mes professeurs de l'école m'ont appelé en me disant, il y a un poste c'est vraiment ton profil, hein, on cherche un céramiste qui a une formation de physico-chimie, parce que moi j'ai fait l'école des métiers d'art pour apprendre la céramique, mais l'école des arts et métiers pour prendre des cours des arts de chimie physique appliquée pour la céramique. Donc il me connaissait et il cherchait quelqu'un. Au CNRS de Saclay. Et là je me suis retrouvé avec Iou Chalmi, un ingénieur égyptien avec qui il faisait de la recherche. Mais maintenant que ça fait longtemps, on peut dire, je ne savais pas sur quoi je travaillais. C'est une cité scientifique en plus très célèbre, une référence en Europe. C'est extraordinaire. Iou Chalmi travaillait. Enfin bref. Et parce que 5 ans après, il m'a dit, tu te rappelles rien de la formule? Je l'ai rencontré à Paris. Il me dit, tu te rappelles? Non, monsieur Iou Chalmi. Il y avait trop de formules. Bon, il m'a amené des trucs à résoudre, que je devais calculer petit comité pour résoudre comment faire fondre le zirconium. J'en peux dire ça maintenant. C'était un truc assez récent. Mais je savais de très haut niveau, oui. Mais en fait, c'était beaucoup, tu sais, on cherchait quel matériau mettre sur la tête de fusée Ariane. Déjà, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, moi. Et puis après, moi, je n'ai pas pu rester parce que on avait toujours sauté à la lumière artificielle. Et puis, entre-temps, j'avais trouvé un job dans le Berry. Voilà. Et puis, retour en Martinique en 1967. Exact. Et alors, il y a eu plusieurs épisodes d'entre-temps, plusieurs autres postes. Et finalement, professeur d'art plastique au lycée Schellcher. Là, c'était fantastique. Un jour, M. Ducien, le vice-recteur, vient envoie sa secrétaire me chercher. J'habitais dans l'état civil. Il savait où j'habitais. C'était tout près du vice-rectorat. Et il me dit, voilà, il y a un problème. Il n'y a pas de professeur d'art plastique. Il y a eu un problème là-dedans. Le professeur est mort, est décédé. Est-ce que tu peux faire ça? Alors je dis, mais oui, monsieur Lucien. Et puis, je me suis retrouvé le lendemain même à être professeur au lycée. Mais c'était extraordinaire. Parce que j'ai fait les 4 ans d'internat. C'est par cœur. Hein? Et l'école des arts appliqués était mitoyen. Oui. Avec le lycée Schellcher. En dessous de monsieur. Donc, il me faisait pousser une petite porte pour entrer au lycée. Bref. Et donc, je me suis retrouvé là. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et monsieur Lucien m'avait dit, fais attention, il faut être sérieux. J'ai dit, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la première classe que j'ai eue, à 7 heures, c'était 3e latin. 3e latin. Mais qui c'est qu'il y a dans cette classe? Il y a Ocollier. Ancien maire du Vaucluse. Oui, du Vaucluse. Il y avait la majeure partie des musiciens de Malavoie. Toutes ces bougates-là. Je ne savais pas. C'était des artistes. Et puis, en fait, ils ont été admirables avec moi. Qui fait que le cours s'est bien passé et ils m'ont servi de relais. Parce qu'après, j'ai su après, qu'ils ont dit, quand ils sont laissés le cours, parce que je faisais un cours plutôt de sémiologie, je ne faisais pas apprendre à dessiner. La signification de l'image, les études de l'image. Et donc, ils ont dit aux autres, mais c'est pas rigolo, ils ont dit ça à la classe qui devait venir après. Parce qu'on m'avait dit que c'était le bordel organisé, ça criait tout le temps, ça jouait. Même des autres professeurs à côté, comme Cossu, Valtier,
prof de maths et prof d'histoire géo m'ont dit, mon vieux, bon courage. Hein? Et en fait, quand ça s'est bien passé, et puis après, ça a continué, après les inspections. Alors, on va parler maintenant de l'artiste. On va d'abord retrouver, alors c'est une photo qui n'est pas la photo des débuts, hein, mais c'est dans votre atelier À Rivière-Salée. à l'époque. Oui, ça c'est l'atelier à Rivière-Salée. Et parce qu'on avait créé une entreprise, ça s'appelait Espace Poterie. Et là, je créais, mais on faisait de la série. J'avais 5 ouvriers. J'avais fait créer ça avec Hubert Fontaine, qui était chimiste, parce qu'il me fallait un chimiste. En plus, il a formation physico-chimiste, mais moi, il fallait un chimiste pour l'argile, pour faire le coulage, pour faire la série. Parce qu'il fallait qu'on travaille en série. Il vous fallait aussi un four. On va vous voir là devant le four. Ah oui, ça c'est le four. Mais on ne s'est pas rendu compte. Ce four-là, ça faisait 9 mètres cubes. Oui. On remplissait 9 mètres cubes de poterie. Oui. Vous comprenez? C'est un four où j'ai expérimenté la canne comme élément combustible, le bambou, tous les morceaux de bois qui traînaient dans des entreprises. Le soir, on passait, on ramassait avec les 5 jeunes le plus de bois possible, etc. Et c'était au mazout et au gaz. Mais j'avais étudié ça en Angleterre chez Bernard Litch, c'est mon maître potier. Bernard Litch m'a expliqué comment me servir du mazout et de l'eau, comment gagner. Et là, tu ne vois pas tout le four, mais c'est une machine, 9 mètres cubes. On rentrait là-dedans, debout, on remplissait. Et là, c'était... Mais bon, et ça a marché. On va voir quelques-unes des premières œuvres. Alors ça, c'est les premières œuvres, mais ça, c'est les premières œuvres de l'École des Arts appliqués. Ça, c'était pour passer mon diplôme. D'accord. C'est des pièces que je faisais déjà à Martinique, en 4e année, avec Madame Badjan. Très bien. Les professeurs en France ne comprenaient pas. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, tu ne vas pas passer le concours, on va te prendre ce dossier. Parce que tu as vu le boulot que j'avais. Ils m'ont dit, non, tu es un autre homme. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a appelé mon professeur, m'a dit, tu es mon homme. Et puis, j'avais amené des pièces, je savais faire tout ça. Les autres élèves ne savaient pas. Les élèves qui arrivaient en première année, ils ont passé le diplôme. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait 700 candidats. On prenait 10%. Oui, à l'époque, parce qu'il fallait faire... Quand tu voulais entrer dans les écoles d'art, il fallait passer tous les concours qu'il y avait en France. Donc, les 700 élèves de France ils allaient toujours dans les mêmes écoles pour essayer d'avoir On va revenir sur vos œuvres, mais il y a cette anecdote. Si je vous dis Cocoy. Dambo. Dambo, c'est mon premier mécène, le paysan mécène. Donc, quelqu'un qui finançait un petit peu vos œuvres, quelque part. Plus que ça. Plus que ça. Quand je suis arrivé en 67, j'avais l'intention de monter une entreprise céramique. J'ai essayé à l'Anse-Mitan, ça n'a pas marché, je n'ai pas eu d'aide. Donc j'ai laissé, à ce moment-là, je suis devenu professeur au lycée. Mais quand j'ai reçu l'argent, j'ai laissé l'enseignement et à ce moment-là, j'ai créé l'entreprise avec les 5 ouvriers pour monter. Mais pendant ce temps, j'avais mon atelier au Gaumont, chez Cocoy. Et je cherchais un endroit pour peindre, mais je ne trouvais pas. Et ce jour, je suis tombé sur ce monsieur à la rivière des Alpes. Il me dit, ça va faire là, pour ça va venir faire pas ici. Et je suis qu'il y avait une vieille maison, il m'a dit, tu peux prendre. Alors chaque fois, je payais, il me disait, je ne veux pas d'argent. Et pendant 10 ans, je suis resté dans cette location, il n'a jamais voulu prendre. Et là, racontez-nous ce que vous cherchez sur le matelas. Problème, le tableau qui est à côté, c'est un morceau du tableau. Et comme je suis parti en Guadeloupe pendant 6 ans, enseigné pendant 6 ans en Guadeloupe, et j'ai laissé des panneaux chez lui. Et je reviens de Guadeloupe et je lui dis, mais Cocoy, et ces panneaux, ces tableaux, Nion, mais en Bacabon. Alors, sous son lit, il avait pris ce panneau, pas ni contreplaqué, gourmand, pour la chanfre contreplaqué, central là, qui s'est fait, il prend le tableau et puis coupé. Vous voyez, il y a une partie du tableau qu'il a coupé, il a glissé sous son truc. Et puis, mais dans le film, tu as vu comment il raconte ce. Absolument. Le film Soleil Noir, qui a été réalisé par Michel Traoré, et qui est effectivement sur YouTube. On va voir, on est obligé d'accélérer, Victor Anicet. Alors, ces premières œuvres en noir et blanc. Oui. Alors là, c'est encore... Quand je suis arrivé, il me fallait m'isoler en Martinique. Il ne fallait pas. Et donc, je suis monté chez Cocoy, j'étais isolé, parce qu'on ne savait pas où j'étais, personne ne le savait. Et donc, je travaillais avec du noir et du blanc. Et sur des feuilles, etc. Je faisais énormément d'esquisses. Et toutes ces esquisses-là, à un moment donné, j'ai fait voir ça à Édouard Glissant à l'époque, puis je travaillais à l'IME avec lui.
Et Edouard me dit, non, il faut faire voir, ça coûte que coûte. Mais pas tout. Il y avait 50 dessins à l'époque en noir et blanc. Entre autres, il y a un tas d'esquisses. Et puis, parmi, il y avait ces esquisses-là. Et Edouard, pour Glissant, il m'a dit, tu sais, il faut que je cherche un truc pour faire une exposition à New York pour toi. Malheureusement, il n'avait pas les moyens. Et quand je l'ai vu à Paris au moment de son lit d'hôpital, à la fin de sa vie, il m'a dit, tu sais, maintenant tu peux faire voir. Parce qu'il m'a dit, ne fais pas voir ça. Il ne faut pas faire voir. On a fait voir certains trucs, mais ces esquisses-là, il m'a dit surtout pas. Et parce qu'il a déjà publié dans la revue Acoma, un des premiers dessins. Il m'a dit surtout pas. Et donc, j'ai caché tout ça. Et puis là, quand il m'a dit ça, il a dit, comme il y a la rétrospective, je vais faire cadeau ces dessins-là à mon public. C'est pourquoi je n'ai pas vendu très cher, j'ai tenu à faire. Et malheureusement, il n'y avait pas assez. Et ils ont acheté ça en 3/4 d'heure, ils ont acheté les dessins. Trois autres tableaux, Victor Anissé. Alors, à gauche, Carcan, c'est le premier de la série Carcan, en 1975. Au milieu, La marchande de pistaches. Exact. Et puis là, la dernière œuvre qui n'a pas de titre encore. C'est sans titre. Une œuvre de 2024. Oui, c'est sans titre. On voit l'évolution. Oui, parce que le dernier, ça fait 10 ans que c'est dans l'atelier. C'est parce qu'il y a des créations. Je ne suis pas peintre, en soi, tu vois, mais quand j'ai des choses à dire, je mets beaucoup de temps par rapport aux autres peintres. Tu vois. Et donc, j'avais retourné ça. Et puis un jour, j'ai sorti, il y a 1 an à peu près, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose. Et là, cette année-là, je dis, comme il y a rétrospective, j'ai travaillé là-dessus et c'est sorti. 2 autres œuvres un peu emblématiques. Ici, alors, Le Bonbon Chouval. Oui. Et le petit bonbon cheval, alors là, c'est lié à l'enfance, c'est lié à l'époque d'Amiral Robert. Et quand ma sœur allait faire des courses à Fort-de-France, parce que Suréna ramenait, mais seulement on était 8. C'était une pâtisserie. Pâtisserie chez tout. Et quand elle arrivait, elle cassait, donnait la tête à quelqu'un, la queue, un truc comme ça, aux enfants. Et ça m'a toujours marqué. Et je me suis dit un jour, je vais les faire. Seulement, c'était couché dans les traits des marchandes. Je dis, il faut que je le rende dynamique. À ce moment-là, j'ai mis debout. À ce moment-là, et puis je donne beaucoup à mon imagination. Et à gauche? Et à gauche, ça c'est la roche, qui n'est pas terminée. Parce que c'est pas terminé, il y a la pointe en haut qui n'était pas. Donc c'est une œuvre en cours. Qui travaille, c'est pour le musée de Vevey. C'est une roche à 3 pointes qui symbolise la fertilité chez les Amérindiens, chez les Kaninago. Alors, une de vos spécialités, ce sont les vitraux. Là, on vous voit effectivement à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre. Voilà. Et on va voir d'ailleurs comment ça se présente. En fait, il y a cette esquisse, quelque part, ce dessin. Oui. Non, ça c'est l'étude des plombs. Oui. Vous faites une maquette, vous travaillez en couleur, et après il faut mettre des plombs parce que quand vous donnez ça au maître verrier, il faut qu'il sache exactement où mettre les plombs. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que toi qui as créé la peinture, tu ne peux pas donner ça au maître verrier. C'est toi qui dois faire les plombs. Mais j'ai eu de la chance parce que, par ma curiosité naturelle, quand j'étais à l'école, il y avait à côté l'atelier de vitrail. Et quand j'avais du temps libre, j'allais voir le père Thomas. Il me disait, mais viens, petit Martin, tu ne peux jamais savoir dans la vie si un jour on peut te passer une colle. Il avait raison. Et donc ça, c'est ce dessin. Mais ce dessin-là est primordial. Parce que si tu donnes ça à un maître verrier, il démodit ton dessin. Oui, parce que s'il ne contourne pas la couleur qu'il faut, et quelles couleurs qu'il doit se retrouver, quelle est la largeur, toute la partie qualitative de la couleur, le côté quantitatif de la couleur, le côté harmonieux de chaque couleur, c'est pas lui de faire ça. Et donc, je suis obligé de faire pour chaque baie et un truc que je donne. Mais j'étais étonné quand je suis arrivé chez Simon à Reims. Et ça, le thème, c'était de l'ombre à la lumière, mais qui est inspiré de la trace. Donc ces vitraux, on peut les voir à l'église de Saint-Pierre. Saint-Pierre. On avait fait un montage spécial à l'exposition, et ça à Saint-Pierre.
On termine avec 3 personnes, mais il y en a beaucoup qui vous ont, que vous avez côtoyé, qui vous ont quelque part influencé. Édouard Glissant, vous en avez parlé. Énormément. C'est lui qui a créé l'expression les grands projetés. C'est lui qui a, sur les dessins en donné, noir et blanc qu'on a quand il vu. a vu, il m'a dit ça s'appellera les grands projetés de l'histoire martiniquaise. Oui. Mais ça, c'est depuis 70. J'ai créé ça en 67, 68, 69, quand il a vu. Ouais. Et puis il m'a dit de cacher. Et puis René Ménil également, qu'on va retrouver là. Ah oui, Ménil, c'est... Qui a été l'un des 2 fondateurs de la revue Tropique avec Aimé Césaire. Et lui, j'avais fait cette poterie spécialement pour lui. Spécialement. Oui. Parce que les gens parfois me demandent un trophée, j'aime pas trop le mot trophée, mais je demande pour qui. Oui. Et selon l'individu, j'essaie de créer quelque chose. Et puis à droite, de dos, il y a chemise verte, Jacques Adélaïde Merland, qui m'a permis d'exposer quand il a été le premier président de l'université. On recevait à l'époque un écrivain amérindien d'Amérique. On termine avec la rubrique politique. On va parler de vos engagements. C'est donc politique. Il paraît que vous avez été progressiste au sens du PPM à votre arrivée en Martinique, Victor Anissé, c'est vrai? Non. Moi, pour bien comprendre, j'ai trop de jobs, trop de choses à faire pour m'éparpiller. Et puis, pour vous expliquer, quand je suis arrivé, je suis revenu de mes études, j'ai rencontré à 6h du matin, c'est anecdotique, mais Michel Renard, qui était mon instituteur, maire au Marigot. À 6h du matin, je descends pour aller prendre un premier bain à la mer, comme mon papa nous faisait prendre avant d'aller à l'école. Et comme ça, parce que je descends. Et je tombe sur lui. Il dit bonjour, monsieur le maire. Il me dit bonjour, Victor. Sauveur. Ah, mon gars, moi là. Et sauveur, ou quoi venez puis moi. Alors, on m'a dit non, j'ai pas terminé. J'avais pas terminé, c'est vrai. C'était en 61. Et après, je suis reparti continuer à faire des stages pendant 7 ans. Parce qu'on n'a rien appris à l'école. Vous avez aussi dit ça. Et donc, je suis reparti. Et il me dit moi, non. Et quand je suis pas, et puis moi, contre moi, vous savez ça. Vous connaissez Michel. Eh bien, c'était bien ça. Donc, le problème, c'est pas ça. Notre politique, nous qui créons, nous qui produisons, c'est, on m'a envoyé. Monsieur Gutmann, le directeur de l'école, m'a dit, écoute, Anissé, tu vas, tu fais tes études, tu apprends, tu étudies, tu fais le maximum, et quand tu sais que tu as suffisamment, tu reviens et tu transmets. C'est ce qu'il m'a dit. On va voir quelques-uns de vos engagements, quelque part à travers l'art. À gauche, une fresque sur le Bumidum, qui n'existe plus aujourd'hui. Non, parce que c'est une drôle d'histoire. C'était des panneaux en contreplaqué que je mettais sur ma 4L et que j'allais le dimanche à sortir de la messe du dimanche et je me mettais devant et je poussais les gens à poser des questions, à discuter pour échanger autour de ça. Le Bumidum était le bureau de migration des DOM et par lequel plusieurs de nos compatriotes sont partis. Et ma petite sœur est partie par ce biais-là et a failli se retrouver dans des conditions épouvantables. Moi, je pouvais pas accepter. C'était une manière pour vous de dénoncer ça? De dénoncer. Ah non, c'était pour dénoncer. C'était ma manière. Moi, je n'ai que cet outil-là à ma disposition. Mon pinceau, ma main, etc. À droite, les invocations amérindiennes. Les invocations amérindiennes. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que nous leur devons tout. On appelle Amérindien pour aller vite, mais Kaninago, on leur doit tout. Et nulle part dans notre enseignement, on ne trouve place. Et nous sommes sur le sol amérindien. Ce sont les premiers habitants de l'île. Ils ont essaimé toute la Caraïbe, il n'y a pas un endroit. Et on leur doit le cacao, on leur doit le maïs, on leur doit l'ananas, on leur doit le caoutchouc, etc. On peut passer les haricots verts. Et tout ça, on l'a oublié. On l'a oublié. Et nous mangeons amérindien tous les jours. Nous parlons amérindien tous les jours. Quand tu dis canot, c'est amérindien. Quand tu dis boutou, c'est amérindien. Ils ont appris au premier marron à faire des nasses pour pêcher. Ils ont appris à pêcher au gars, etc. Quand tu as les paniers, pourquoi on les appelle paniers caraïbes? C'est parce que les marrons ont rencontré les Amérindiens qui ont transmis la technique de tressage, etc. On a tout ça. Et puis, il y a ce chaman qui me dit au Suriname, je travaille au Suriname, au musée du Suriname, qui me dit, tu sais, ne regarde pas derrière toi avec colère, ni devant avec peur, mais avec conscience. Et donc, c'est ça, cette philosophie, on ne nous a pas mis ça dans la tête.
Hein? Alors, c'est quoi? On est sur le côté. Hein? Et donc, c'est pourquoi, parfois, je les invoque. Et quand vous criez, pour produire, crier, c'est pas un mot très facile. Il faut éviter d'employer ce mot. C'est trop fort. Comment lui, il a crié, il a pris un petit bout de terre, puis il a soufflé dessus. Au début, dans la Bible, on te dit, il a poussé là-dessus. Mais nous produisons, on produit des choses. Et pour produire, tu avais de l'énergie. C'est pourquoi je t'ai dit à un moment donné que je fais, dans les traits, je fais cannibaliser les trucs. Alors, il y a 40 ans, on ne va pas pouvoir en parler très longtemps, il y a eu la création de l'association Fromager, groupe Fromager. La Voix du Fromager, en quelque sorte. C'était, alors, vous aviez René Louise, François-Charles-Édouard, Bertin Ivory, Serge Goudin-Tébia, et vous-même qui avez créé... Non. Au début, il y avait Bertin Ivory, René Louise, Charles-Édouard, Antoine Édouard, Ernest Boiler, et moi-même, Victor Anissé. C'est après que les autres sont venus. Mais au départ, quand on est parti, on a créé un groupe. Ce n'était pas une association. C'était un groupe. C'est un groupe. C'est formel, c'est un groupe. Quand tu es dans un groupe, tu pars, tu reviens, tu peux, personne n'a rien à dire. Et c'était pour mettre en valeur une image caribéenne. On était prétentieux. On trouvait ambitieux aussi. Mais on voulait qu'il y ait un art caribéen. Comment faire? Et à ce moment-là, on s'est partagé le job. Elle a dit, Victor, comme tu travailles sur les Amérindiens, tu fais des objets qui rappellent des Amérindiens. Bertin travaillait sur la parole, comment rendre plastique à créole. Et Charles était sculpteur, travaillait sur l'homme martiniquais. Et Ernest travaillait sur les réminiscences de l'Afrique. Et René sur les réminiscences du vaudou. Et récemment, à l'Atrium, il y a eu donc cette exposition à l'occasion des 40 ans du groupe Fromager. On est obligé d'aller vite, Victor Anissé. Alors, très important dans votre œuvre, ce sont les traits. On va en voir deux ici. Ces traits qui sont en fait, ce sont les supports sur lesquels les marchands posaient leurs marchandises, mais c'est pas seulement ça. C'est pas ça. Hein. Et les traits, c'était des objets sacrés au départ. C'est quand l'Inde est arrivée, les Indes sont arrivés après la Révolution, ils sont arrivés avec, pour leur bon Dieu, entre guillemets, bon Dieu Kouli, leur cérémonie rituelle. Ils servaient à Silawa, à Kakali, un repas végétarien dans le petit trait. Ils tournent autour du temple pendant 3 fois, et à ce moment-là, ils servent le repas. Et à ce moment-là, commence la vraie cérémonie. Et ce trait-là est sacré. Seulement, ils ne sont pas nombreux. C'est arrivé, et quand on a découvert, on a agrandi démesurément. À 80 cm, après 1,20 m, etc., pour pouvoir charger des pierres, etc. Et c'est rentré dans le commun. C'est devenu un objet usuel. Mais moi, en vivant sur l'habitation, il y avait une colonie, entre guillemets, d'Indiens, près de la Succorie au Marigot. Et donc, j'allais parfois en douce voir ce qu'ils faisaient. Et donc, ils avaient leur cérémonie. Et donc, c'est extraordinaire, cette cérémonie. Tous les Martiniquais devaient connaître ça. Parce que, heureusement qu'on a eu ça, ce peuple en devenir. Parce qu'on est en devenir, il ne faut pas qu'on oublie. On a 100 ans. Hein? Donc, et là, il nous faut. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont apporté la couleur, ils ont apporté la manière de manger, ils ont apporté des couleurs dans le repas. Tu comprends? Non, mais c'est important. Parce que c'est un morceau d'achine et un morceau de lambeau rôti. Et tu tacles l'huile. Et là, ils amènent des sauces, ils amènent des parfums. Et vous, les traits, vous en avez fait des œuvres d'art. Il faut. Et j'ai dit, je vais les mettre à la verticale avec les trucs pour que les gens puissent dialoguer avec. Mais c'est pas ça seulement. Devenir Botsebi, venir une lavandière, devant le cinéma, tu trouves moins de bonbons, etc. Tout ce que tu veux. Il y a eu aussi ça, l'estrade bleue. Le bleu, qui est d'ailleurs une de vos couleurs fétiches. Alors, on revient en arrière, David, l'estrade bleue. Et le bleu, nous avons une relation terrible avec le bleu. Une relation terrible. Le roi est dormi. Une relation forte, quand vous dites terrible, dans le sens de relation forte. Forte. Et puis très mystique. Au cas où les soins, au panier à rien, les matins, quand nous en quoi, quand nous en blé. Sans mort qui vient toucher, sans mon message au vrai bord, ou pas ça. Et ces strata, parlez-nous de ces strata, M. Anissé. Les traces. Eh bien, ça, c'est le peuple en devenir. C'est-à-dire, la première rangée, il y a des signes amérindiens. Et la deuxième partie, les strates, la deuxième partie, c'est l'arrivée des colons. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien porté, donc c'est vide. Ils ont tout pris. Après, tu as les Indiens qui sont arrivés, l'Inde, la religion hindoue, est arrivée. Et puis, tu vois, au milieu, il y a des passements.
C'est du moyen de pansement. Donc, il faut penser, il faut rassembler ces choses-là. Il faut penser tout ça. Alors, ce sont des éléments symboliques qui arrivent là-dessus. Et puis, il y a quelques petits signes. Ensuite, arrivent et les Chinois, les Chinois, mais arrivent aussi les Syriens, les Syro-Libanais, etc., etc. Et en haut, ce n'est pas terminé. C'est inachevé. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont venir se poser. C'est un peu toute l'évolution de la société de Martinique, parce qu'il y a eu plusieurs... oui, il y a plusieurs couches. Plusieurs communautés. Qui a fait. Et à partir de là, je fais mes propositions. Victor Anissé, on va voir rapidement, mais c'est aussi pour le dire que vous avez été reconnu partout, quasiment partout dans le monde. À droite, c'est l'Asie. Et à droite, c'est... Ah oui. Oh, ça c'est... Ah, c'est fantastique. Ça, c'est en Corée du Sud. Oui, 2003. Ils ont acheté des pièces. C'est extraordinaire. Et à gauche, c'est une de vos expositions à New York. À New York, en compagnie de groupes fromagers. Oui. Hein? Et après, il y a eu d'autres. Et en Grèce, en Finlande. Vous avez dû être au Portugal en ce moment. Hein? Vous avez eu de multiples reconnaissances. Vous avez été médaille d'argent des arts et des sciences et des lettres je crois que c'était 2003 également. Et puis, une reconnaissance qui est importante pour vous, c'était le Marigot. En juin 2015, pour la première semaine artisanale culturelle, le parrain, c'était Victor Anissé. C'est très important. C'est très, très bien que sa commune, les gens... Mais ça se passe très bien. Mais là, ça continue. Hein. Là, et puis, un lycée porte votre nom en Martinique, le lycée professionnel Victor Anissé, qui est un lycée dédié notamment au métier des arts appliqués. Des métiers d'art de la communauté. Bon, un lycée qui se trouve à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et il s'appelait... C'est le lycée Saint-James, je crois. Saint-James, ça va. Et donc, ça les embêtait, les jeunes. Quand ils avaient leur diplôme, on disait un diplôme room. Très rapidement, parmi les autres hommages qui vous ont été rendus, un hommage assez récent de Dominique Aurélia, qu'on voit ici tout à gauche. Oui. Les lignes imaginaires de Victor Anissé. Ils ont écrit un truc qu'il n'y a que des universitaires. Ils ont écrit, et Aurélia, la première fois que je l'ai connue, c'est avec Adélaïde, qui avait fait le colloque, et c'est elle devait faire une intervention à l'époque. Professeur d'université, maître de conférence à l'université, Dominique Aurélia. Et puis on termine avec ces deux photos de l'exposition récente de la Fondation Clément. On voit donc à gauche la couverture du catalogue de l'exposition. Et puis, emblématique aussi, les caravelles. Parmi vos œuvres. Ah ouais, les caravelles. Eh bien, figure-toi qu'il y en a 4 qui ont été sélectionnés pour le Centre Pompidou-Metz. Oui. En janvier, qui vont faire partie de l'exposition en dehors d'une peinture et d'un travail en noir et blanc. Victor Anissé, on a dû aller vite, mais il y aurait tellement de choses à dire sur ton parcours. Je suis vraiment désolé qu'on doive conclure, mais en tout cas, on a vu une partie. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a le site l'adoration, sans apostrophe, l'adoration.fr, qui est le site de Victor Anissé. On peut aller sur Internet, mais sur Internet, c'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont des gens qui mettent des images sur mon nom, etc. Mais c'est l'adoration. Merci beaucoup, Victor Anissé. Bravo pour ce parcours extraordinaire qui n'est pas fini, parce qu'on voit que même si tu as un certain âge, tu es toujours très actif. Ah oui. Et toujours très créatif. Non, c'est très important. Hein. Tout en mode au bout, ça me rappelle. Non, là, je rentre, là, je travaille. Hein. Je n'ai pas fini mon truc, là, à Roche-3-Pointe. Oui, à Roche-3-Pointe. Merci beaucoup, Victor Anissé. Merci pour ce remarquable parcours. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Tata. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne journée, très bonne soirée.